Bonjour, c'est Émilie de Culture Sauvage. Je reçois aujourd'hui Léna Trouvé du comité 68 Nous Toutes. Bonjour Léna. Bonjour. Alors Léna, est-ce que tu peux nous présenter le comité national et le comité du 68? Alors nous toutes, c'est un collectif, c'est pas une association. Ça veut dire que c'est un collectif qui regroupe d'autres associations féministes, qui regroupe des partis et des mouvements politiques, des syndicats aussi, et puis des personnels, des personnes individuelles qui ont envie de s'engager, qui ont envie de rejoindre un mouvement en fait. Donc le comité national, il est né en 2018 à l'initiative de Caroline Dehaas, qui est une militante féministe française, qui avait envie d'organiser en fait une grande déferlante féministe à Paris aux alentours du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc elle a eu l'idée de ce collectif du coup pour pouvoir rassembler un maximum de personnes autour de cette journée. Et puis suite à la création du collectif national, il y a plein de collectifs locaux qui se sont créés dans les départements. Aujourd'hui, chaque département presque a son comité local de nous toutes. Donc voilà. Le comité 68, il est né en juillet 2018 à l'initiative de deux personnes en fait qui avaient aussi envie d'organiser une marche locale à Mulhouse. Donc ils sont rentrés en contact avec la mairie. En 2018, du coup, il y avait 300 personnes qui ont marché dans les rues de Mulhouse pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis le collectif s'est par la suite agrandi. Voilà, aujourd'hui on est 5. On a aussi organisé une marche du coup en 2019 qui a rassemblé 350 personnes à Mulhouse. Donc voilà. Et toi, quand est-ce que tu y es entrée et pour quelles raisons et comment? Alors moi, j'y suis rentrée, c'est assez récent. En fait, officieusement, j'y suis rentrée en octobre 2019 parce que j'ai pris contact avec la page Nous Toutes 68 pour leur demander si elles avaient besoin d'aide pour l'organisation de la marche. Parce qu'en fait, moi, ça fait des années que je suis engagée dans le milieu du féminisme, mais pas dans des collectifs, c'était vraiment à titre individuel. Donc là, j'avais envie de concrétiser un peu l'action. Donc en octobre, je leur ai envoyé un message pour leur demander si elles avaient besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide dans le milieu associatif, donc elles ont dit oui. Je les ai aidées à préparer la marche, donc on l'a organisée ensemble. On a fait tous les préparatifs. Elles m'ont confié aussi le rôle d'énumération du discours d'inauguration de la marche, en fait. Donc voilà, on l'a rédigé ensemble et puis c'est moi qui ai eu l'honneur de le lire. Donc le 23 novembre 2019. Suite à la marche, on a pris un petit temps de pause chacune, voilà. Parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Et puis on s'est retrouvés en janvier où là, on a officialisé mon entrée du coup dans le comité. Et puis au sein du comité, j'ai pas de rôle particulier parce qu'en fait, l'essence de nous toutes, c'est vraiment de reposer sur les initiatives personnelles des femmes engagées. Et mon téléphone qui tombe, pardon. C'est vraiment de reposer du coup sur les initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'au sein d'un comité, il n'y a pas une présidente et puis des associés ou quoi. C'est vraiment chacune peut proposer des idées, la soumettre au groupe et du coup, elle s'autoproclame pilote en fait de l'action et puis les autres la suivent ou pas. Voilà, D'accord, c'est pas un fonctionnement vertical, c'est un fonctionnement horizontal. exactement. Oui, bah, ce qui est compréhensible pour un collectif féministe, je pense, qui justement se bat contre le patriarcat qui est lui vertical. Et donc, bah, justement, on cherche à travers un collectif féministe plus d'horizontalité, j'imagine. Et puis Alors, c'est important de donner à chaque femme aussi le pouvoir de s'exprimer, de proposer des actions, voilà, de pas hiérarchiser encore une fois les femmes, et au contraire de toutes les unir et de les mettre sur un pied d'égalité pour lutter ensemble. qu'est-ce qui démarque nous toutes des autres collectifs ou des autres associations féministes, d'après toi? Alors déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un collectif et pas une association. Donc en fait, ça veut dire qu'on peut pas demander de subventions, on peut pas voilà mobiliser de l'argent. Par contre, ce qu'on peut faire en tant que collectif, c'est rassembler les personnes et puis faire entendre une voix collective justement pour que les pouvoirs publics entendent la problématique, l'identifient et que les pouvoirs publics, eux, puissent débloquer de l'argent, puissent mettre en place des mesures concrètes pour ensuite lutter contre, en l'occurrence, les violences faites aux femmes. Donc voilà, c'est la particularité, c'est un collectif et pas une association. Il y a certains aussi collectifs ou associations qui prennent position sur d'autres thèmes, comme par exemple des thèmes un peu plus clivants, la prostitution, la GPA, le port du voile, la pornographie, enfin plein de sujets qui divisent un peu les féministes. La particularité de nous toutes, c'est qu'elles décident de passer au-delà de tous ces clivages féministes pour vraiment se centrer sur la lutte contre les violences faites aux femmes et du coup en dépassant tous les autres clivages.
ça ne nous interdit pas, nous, individuellement, au sein d'un collectif, d'avoir des avis divergents sur ces questions-là. Simplement, on les met de côté, voilà, on les exprime pas et on se réunit, on met tout en commun pour justement pouvoir lutter contre les violences. D'accord. Et avec quelles associations mulhousiennes vous travaillez? Vous êtes en partenariat? Quelles actions vous faites? Alors, au niveau national, déjà, il y a beaucoup de partenaires qui sont variés, en fait, puisqu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, des partis politiques, des syndicats, d'autres associations féministes. À Mulhouse, nous, on est très liés avec le mouvement d'Uni. On a aussi un partenariat avec Femmes Solidarité 68, avec le mouvement de lettres, le CIDFF, et puis aussi Marie Corneille, qui est en fait une conseillère municipale à la mairie de Mulhouse. C'est pour ça qu'on a un contact direct avec la mairie. C'est elle qui a lancé le mouvement Mulhouse au féminin, en fait. Donc avec ces partenaires-là, on peut du coup partager beaucoup plus la visibilité. C'est-à-dire qu'on peut s'entraider justement entre les collectifs, entre les associations, s'apporter du soutien dans les organisations de divers événements et puis s'apporter de la visibilité surtout. Alors, quelles ont été les actions du collectif Nous Toutes 68 pendant le confinement? Et qu'est-ce que vous faites maintenant, en fait, qu'on est déconfiné? Alors, nous, 68, pendant le confinement, ça a été beaucoup d'informations en fait. C'était difficile de mener des actions, c'était même impossible en fait de mener des actions avec du monde, qui rassemble du monde. Du coup, ça a été beaucoup d'informations. C'est-à-dire que sur la page Facebook sur laquelle on peut nous contacter, ça a été partager tous les visuels en fait qui rappellent que pendant le confinement, c'est pas interdit de fuir. C'est de rappeler les numéros, les essentiels en fait, le 3919 si on est victime de violence, si on est témoin de violence, voilà qu'on peut contacter. C'était aussi relayer les informations de la marche, les informations pardon de la formation, parce qu'en fait, Nous Toutes Nationales a lancé pendant le confinement beaucoup de formations sur Zoom notamment, qui permettaient du coup de sensibiliser aux violences faites aux femmes et pouvoir voilà du coup savoir les entendre et puis savoir y réagir, savoir réorienter les personnes. Donc voilà, ça a été de l'information, de la prévention. Il y a aussi quelques affiches qui ont été collées par certaines femmes du collectif 68, voilà, pour rappeler le 3919 aussi. Et puis voilà. Alors, tu as dit que vous étiez présente sur Facebook. Est-ce que vous êtes présente sur d'autres réseaux sociaux? Alors pour l'instant, on a Facebook et puis on a aussi un blog. C'est nousout68.wordpress.fr, il me semble. Mais le collectif national, c'est Facebook, Instagram et WhatsApp aussi. Mhm. Alors, les violences conjugales ont augmenté pendant le confinement. Quelles actions on peut conseiller aux personnes qui le subissent? Alors, il me semble important de rappeler que si les violences conjugales ont augmenté pendant le confinement, c'est pas que le confinement a créé des violences, mais c'est simplement qu'il a permis de les exacerber en fait. C'est-à-dire que des couples qui étaient déjà dans une situation de violence, que ce soit psychologique, économique, se sont parfois retrouvés dans des situations de violence physique dues au confinement parce qu'ils étaient en permanence ensemble en fait et que les possibilités de fuir étaient limitées. Voilà, c'était pas interdit de fuir, mais c'était quand même plus difficile de trouver de l'aide, de trouver du soutien. Donc voilà, c'est important à mon sens de rappeler que le confinement n'a pas créé les violences, mais qu'il les a simplement exacerbées et que si des violences physiques sont apparues pendant le confinement, c'est que de base, il y avait un problème de violence dans le couple. Voilà. Mais alors du coup, nous toutes, pour répondre à cette problématique-là, à continuer du coup de diffuser le 3919, voilà, qui a été beaucoup mis en avant. Il y a le 114 aussi, qui est un numéro qu'on peut contacter en fait par SMS. C'est le 3919 mais par SMS, si on ne peut pas passer d'appel. Le 119 aussi, qui a été beaucoup relégué, ça c'est pour les violences faites aux enfants. Il y a des supermarchés qui se sont engagés à écrire le numéro 3919 en bas de ticket de caisse. Et puis il y a aussi des marques de solidarité individuelles qui ont été vues parce que comme les collectifs d'accueil ne pouvaient plus accueillir en fait justement les victimes de violences dues à la question sanitaire, il y a des familles, par exemple des familles parisiennes ou d'autres villes qui étaient parties se confiner en province, qui ont du coup mis à disposition leur logement pour pouvoir accueillir des femmes victimes. Voilà. Et le gouvernement a aussi bien compris que les violences conjugales et intrafamiliales allaient constituer un vrai problème pendant le confinement. C'est pour ça qu'ils ont aussi mis en place des dispositifs. Par exemple, l'alerte en pharmacie, c'est-à-dire qu'une femme victime de violence pouvait aller en pharmacie parler des violences qu'elle subissait pour que la pharmacie puisse ensuite la réorienter. Donc c'était une pharmacie relais, si vous voulez.
Et puis, il y a aussi un portail de signalement, Stop les violences, qui a été mis en place par le gouvernement pour pouvoir les signaler aussi sur Internet. Donc, le gouvernement a mis en place des solutions, mais comme toute solution a des limites. C'est-à-dire que le 3919 était fermé de 19h à 9h. Donc, les femmes ne pouvaient pas le contacter en fait entre 19h et 9h. Et c'est pour ça. Il y a eu des mesures prises, mais comme toute mesure, il y avait des limites. Entendu. Faisons un point sur les féminicides à présent. Combien y en a-t-il depuis le début de l'année et comparé à l'année dernière, est-ce que ça a augmenté ou baissé? Et quel est le positionnement de nous toutes sur ce sujet? Alors là, on est le 19 mai 2020 et on recense déjà 34 féminicides en France. À cette même date, donc en 2019, c'était 54 féminicides, pardon. Donc il y en a moins que l'année dernière. Pendant le confinement, il y a eu 15 féminicides quand même, là, donc sur les 2 mois. La question des féminicides, elle s'inscrit complètement dans la lignée de nous toutes, en fait, dans le but de nous toutes, puisque nous toutes, du coup, luttent contre toutes les violences faites aux femmes. Le féminicide étant la violence la plus définitive, en fait, la plus forte qu'on peut recenser, même si nous toutes luttent contre toutes les violences. C'est d'ailleurs en partie pour les féminicides, enfin pour lutter contre les féminicides, que nous toutes a lancé les marches, voilà, pour pouvoir déjà répandre le mot, voilà, faire comprendre le mot, et puis visibiliser en fait les féminicides, montrer quand même l'importance de ces meurtres-là de femmes parce qu'elles sont femmes en France, et sensibiliser sur la question. Alors, autre violence aussi, le harcèlement pendant le confinement ne s'est pas arrêté. Là, depuis le 11 mai, on recense pas mal de cas de harcèlement de rue ou autre. Alors, comment peut-on faire pour stopper le harcèlement? Alors, comme pour beaucoup de questions féministes, en fait, la réponse qu'on peut apporter, c'est éduquer. Alors, ça paraît un peu simple comme ça, mais c'est vrai que le harcèlement de rue, c'est un phénomène qui se retrouve depuis des décennies, voilà, contre lequel on a du mal à lutter. Mais en fait, ce qu'il faut changer, c'est vraiment les mentalités. C'est-à-dire changer non seulement les mentalités des harceleurs, leur faire comprendre qu'un non, c'est un non, que les femmes ne sont pas à leur disposition dans la rue, que si elles disent non ou qu'elles ne répondent pas, il faut respecter ce silence, il faut respecter ce non, que commencer une interaction par une réflexion sexuellement, enfin un caractère sexuel ou déplacé, ça ne se fait pas, qu'il y a d'autres manières d'aborder. Donc déjà, c'est essayer d'éduquer les harceleurs de rue, mais aussi éduquer les personnes qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de harcèlement de rue, qui essaient d'interpeller autour, mais qui ne trouvent pas résonance en fait. Les personnes autour ne réagissent pas, préfèrent ignorer. Et ça aussi, c'est un problème. C'est-à-dire que ignorer, c'est se rendre complice du harcèlement. Donc voilà, ça serait éduquer au non, éduquer au respect du consentement. En fait, le consentement, c'est une notion qui a refait surface là, ces dernières années dans la sphère féministe, vraiment pour rappeler la définition, rappeler que c'était important et que c'est pas valable uniquement pour un rapport sexuel, mais que c'est valable aussi dans la rue et pour toute autre chose en fait. Donc voilà, et ne pas respecter le consentement d'une personne, c'est ne pas la respecter en fait. Donc voilà, essayer d'éduquer les harceleurs et puis éduquer les personnes autour à réagir. Voilà. Mmh. Alors, depuis le début de la quarantaine, les parents se retrouvent essorés, les pères et les mères, parce que ils se retrouvent submergés par les tâches ménagères, et les femmes en assument plus que les hommes, et elles ont une énorme charge mentale. Alors, comment on peut faire justement aussi pour changer les mentalités pour que ça évolue? Alors, la charge mentale, c'est une notion, pareil, qui a émergé il y a peut-être 2 ans, il me semble, grâce à l'illustratrice Emma, qui avait sorti une BD qui s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, mais qui avait sorti une BD justement. Et cette BD a fait beaucoup de bruit parce qu'en fait, il y a énormément de femmes qui l'ont lue et qui se sont retrouvées dans ses propos et qui ont enfin pu poser un terme sur ce qu'elles vivaient au quotidien, à savoir la charge mentale. Donc, à partir du moment où on a trouvé un terme pour en parler, qu'on a défini le cadre de cette charge mentale, c'est là qu'on peut commencer à trouver des solutions. Donc, encore une fois, c'est l'éducation qui peut aider contre cette charge mentale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire grand-chose contre la charge mentale qui est déjà installée dans les couples actuellement. Parce que c'est souvent plus fatigant de demander, de répéter que de faire soi-même. C'est pour ça qu'au final, on finit par tout faire soi-même. Mais ce qui est important, à mon avis, c'est de miser maintenant sur la jeune génération, sur les enfants, pour leur faire comprendre que les tâches, c'est les deux. C'est aux garçons et aux filles de le faire. Et ça, dès la maternelle, en fait, dès l'école, voilà, montrer que tout le monde doit faire sa part, tout le monde doit faire les choses.
et que voilà, c'est des tâches qui doivent être partagées parce qu'on salit tous les deux la maison de la même manière. C'est pour ça qu'il faut la nettoyer tous les deux de la même manière aussi. Donc voilà, à mon avis, c'est sur les enfants maintenant qu'il faut axer le travail en fait pour les responsabiliser dès le plus jeune âge à un partage équitable des tâches. Voilà, ne pas toujours se reposer sur les femmes, mais savoir faire soi-même aussi. Alors, partout dans le monde, l'épidémie a touché fortement les femmes, plus fortement les femmes. Leur niveau de vie a baissé, leur exposition au virus aussi est plus forte, leur quantité de travail domestique a augmenté, hein, comme je l'ai dit, tout comme les violences conjugales dont elles ont été victimes. Il y a même un homme d'État portugais qui s'appelle Antonio Guterres qui a appelé le 9 avril à ce que les femmes et les filles soient au centre des efforts pour l'après-Covid-19. Alors, les femmes vont se retrouver épuisées, hein, à la fin de ce confinement et même des confinements progressifs dans lesquels on est. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour en limiter les dégâts? Et même surtout Alors, pour que cela change. voilà, parce qu'à court terme, je ne peux pas proposer des solutions, moi. Par contre, ce que je pense, c'est que pour le long terme, enfin, la situation sanitaire, à mon avis, c'est pas seulement l'histoire de 2 mois de confinement. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on va être confronté pendant encore longtemps, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin ou qu'on trouve une solution durable. Donc, enfin, le confinement, en fait, a permis de réfléchir aux problèmes, d'identifier les problèmes qu'on avait actuellement et du coup de trouver des solutions. Enfin, les solutions, elles sont à trouver maintenant, en fait. Donc déjà, si on commençait par une revalorisation des métiers qui ont été particulièrement mis à l'effort pendant ce confinement, et ben en fait, on soulagerait déjà beaucoup de femmes parce que c'est majoritairement les femmes qui ont été mises à l'effort pendant ce confinement. Dans les hôpitaux, c'est majoritairement les femmes qui s'occupaient des patients. Dans les supermarchés, c'est également majoritairement elles qui s'occupaient du réapprovisionnement et de l'accueil des personnes. Donc, si on commence par revaloriser les métiers qui ont été beaucoup sollicités pendant le confinement, on va forcément impacter positivement les femmes et du coup les soulager. Je veux dire, Voilà. autrement, c'est faire une médaille. Voilà, une médaille, c'est joli, c'est sympa, mais disons que ça aide pas concrètement, sachant que le changement, à mon avis, doit être profond. C'est-à-dire qu'il faudrait, à mon avis, une restructuration globale du marché du travail, en fait, des emplois. Déjà, pour briser le plafond de verre, pour que les femmes puissent accéder à des postes à haute responsabilité autant que les hommes, et qu'elles ne soient pas cantonnées, en fait, aux métiers peu valorisés, comme celui d'aide-soignante, comme celui d'hôtesse de caisse. Voilà, que ça puisse être des métiers parfaitement mixtes et pas seulement voilà, un seuil de non-évolution du travail des femmes. Il faut aussi mieux rémunérer ces métiers-là, justement, qu'on a vu qu'ils ont été beaucoup sollicités. Et puis aussi garantir une vraie égalité des salaires à poste égal. Et puis une vraie égalité des chances aussi. Voilà. Pour que hommes et femmes puissent accéder tous au même poste et tous au même salaire en fonction des mêmes responsabilités. Donc c'est vraiment sur le court terme, je ne pourrais pas proposer de solution, mais sur le long terme, ça paraît assez ambitieux, mais ça serait vraiment de restructurer en fait les emplois. Donc voilà, et aussi la société. C'est-à-dire que c'est pour un changement des mentalités, mais aussi de l'organisation de la société. Mhm. Pendant le confinement, il y a beaucoup de femmes qui ont laissé tomber les injonctions faites à leur corps, hein, comme se coiffer, se maquiller, s'épiler, se vernir les ongles, etc. Alors, est-ce que tu crois que ça va avoir un impact pour l'émancipation féminine à long terme? Alors ça, pour en avoir discuté donc avec des amis, pour avoir vu aussi beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a différentes catégories de femmes justement face aux injonctions de beauté et au confinement. C'est-à-dire qu'il y a celles qui ont continué de se maquiller, de s'épiler, etc. parce qu'elles se sentaient encore soumises pardon, parce qu'elles se sentaient encore soumises à ces injonctions-là. Euh, on n'était pas confronté à la société pendant le confinement. Par contre, on était quand même confronté à nous-mêmes. On était confronté aussi éventuellement à notre conjoint, à notre famille. Donc, quand on est habitué à se maquiller en permanence, etc., même si on n'est plus confronté à la société, se confronter à son regard de soi au naturel, ça peut parfois être un peu déconcertant. Donc, il y a des femmes qui ont continué à le faire. Puis, il y a des femmes qui se sont posé la question aussi des injonctions, justement, et qui se sont dit, bon, alors, c'est vrai, il y a des injonctions à l'épilation, au maquillage, des injonctions à la coiffure, au vernis. Qu'est-ce que moi, je décide de faire? Donc, il y en a qui ont décidé que c'était très libérateur de se rendre compte des injonctions et de ne plus les suivre. Donc, elles ont laissé leur poil pousser, elles ont arrêté de se maquiller, elles sont très contentes de le faire. Puis, il y a d'autres femmes qui ont conscience des injonctions, mais qui ont continué à se maquiller, qui ont continué à s'épiler parce que pour elles, c'était un plaisir et qu'elles se sont rendues compte qu'elles le faisaient vraiment pour elles, en se réappropriant leur corps, en fait. C'était pas pour répondre aux besoins de la société ou aux envies de la société ou de leur conjoint, mais c'était vraiment parce qu'elles, ça leur faisait plaisir.
Donc voilà, je pense qu'il y a celles qui sont restées soumises aux injonctions, celles qui ont pris conscience des injonctions et qui du coup soit s'en sont libérées, soit ont affirmé leur volonté d'y répondre. D'accord. Alors, j'ai vu une bonne nouvelle pendant la quarantaine, hein, c'est qu'au Soudan, l'excision, hein, la mutilation génitale a été interdite, hein, par le gouvernement. Alors, on sait toujours qu'il y a en fait un temps, hein, et une différence entre un texte de loi et la réalité. Alors, toi, en fait, qu'est-ce que tu penses de cela? Alors, c'est compliqué d'émettre un positionnement, en tout cas par rapport au Soudan, parce que je suis ni spécialiste de l'excision, ni spécialiste du Soudan. Par contre, ce que je peux établir en fait un parallèle avec ce qui a été voté en France. Il y a des lois qui sont votées parce que la société évolue, et puis il y a des lois qui sont votées pour faire évoluer la société. Là, je pense qu'on est dans le deuxième type de loi, en fait. Ça a été comme pour la loi votée pour la légalisation pardon, de l'IVG. La population française n'était pas forcément pour, comme d'ailleurs contre la peine de mort. Le gouvernement a voté contre la peine de mort en France. Pourtant, il y a 70% des Français qui étaient contre cette interdiction. Donc ça, c'est des lois qui ont été votées du coup en contradiction avec l'avis de la population française, mais qui pourtant ont contribué ensuite à faire évoluer les mœurs. Et ça, on sait que ça prend toujours un temps. C'est universel en fait. Il y a toujours un temps de décalage entre la loi qui a été votée et puis sa mise en application dans les mœurs. Donc là, pour les mutilations, pardon, ah, c'est pas possible. Pour les mutilations génitales féminines, merci. Ça va prendre du temps aussi, c'est-à-dire que la loi a été votée, c'est pas pour autant que ça va s'arrêter maintenant. Ça prendra du temps, ça perdurera toujours malheureusement encore quelques temps, mais au final, ça va faire évoluer les mœurs, ça va faire évoluer les consciences et on parviendra du coup à une normalisation de l'interdiction de cette pratique, comme ça l'a été en France pour d'autres sujets, comme par exemple pour l'égalité salariale ou la parité en France qui ont été votées en 2000, en 2014 et qui sont toujours pas appliquées et qui sont toujours pas des choses considérées comme normales par certaines personnes. Ça prend toujours du temps et ça c'est universel. C'est pas qu'au Soudan, c'est vraiment dans tous les pays, toutes les décisions. Oui, c'est des évolutions de choix de société, donc ça Voilà. prend du temps, effectivement. Ça bouscule un peu et puis c'est pour ça que ça prend du temps. Alors, est-ce que tu aurais des textes, des vidéos, des sites à nous conseiller, des textes sur lesquels vous vous appuyez à nous toutes ou toi personnellement? Alors, pour nous toutes, je ne sais pas exactement, il me semble qu'on n'a pas de texte en commun. Par contre, je peux vous donner les livres qui, moi, m'ont motivée à m'engager en fait, dans le féminisme. Alors, tout d'abord, il y a Femme, réveille-toi de Olympe de Gouges. Ça, c'est la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ce qui lui a valu en fait d'être guillotinée parce qu'une femme ne pouvait pas prendre la parole, surtout pas pour défendre les intérêts des femmes. Donc ça, c'est un peu la base en fait en matière de droits des femmes. Donc voilà. J'ai aussi une approche un peu plus sociologique. Moi, ça, c'est lié avec mes études. On a La domination masculine de Pierre Bourdieu, qui là aussi, du coup, pose le constat sociologique de cette domination dans la société française. Il y a un texte qui m'a beaucoup aussi inspiré, c'est Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc ça, c'est un discours qu'elle a récité. Et puis il y a aussi à la fin une nouvelle aussi qui s'appelle Les Marieuses, qui raconte les mariages forcés en fait, notamment voilà, ceux qu'elle a pu voir dans son entourage. Donc ça a été vraiment aussi un élément déclencheur pour moi de mon engagement féministe. Et puis plus récemment, en 2018, il y a Mona Chollet qui a sorti un livre qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Ça, je vous avoue, je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu énormément de bien et c'est déjà considéré comme un classique du féminisme. C'est pour ça que je me permets de le placer là aujourd'hui. Sinon, pour des approches autres que les livres, il y a aussi des podcasts qui peuvent être intéressants à écouter. Moi, ça m'a beaucoup aidé aussi à voir d'autres approches. Il y a Les couilles sur la table, qui est un podcast qui parle de masculinité en fait, et qui du coup permet de détacher la notion de masculinité et de virilité pour que les hommes voilà, ne se sentent plus investis de cette injonction à la virilité, et ce qui permet aussi en fait de reconsidérer la féminité et d'envisager des rôles plus égalitaires entre féminin et masculin. Il y a aussi le podcast La Poudre,
où là, pour le coup, la réalisatrice invite des femmes différentes de tous horizons à parler de leur parcours. Et ça, c'est très, très inspirant parce qu'on se rend compte que voilà, il y a des parcours très différents et qu'il y a toutes les possibilités, en fait. Ça ouvre beaucoup de possibilités pour nos poursuites d'avenir à nous. Et puis, on a aussi Anouk Perry qui fait des podcasts qui parlent un peu plus de sexualité, là, pour le coup aussi. C'est très libérateur, c'est très décomplexé et ça, c'est très, très sympa à écouter aussi. Comment ça s'appelle? C'est Anouk Perry. Il n'y a pas de nom à sa chaîne, mais il me semble que c'est son nom à elle. Voilà. D'accord. Comment on fait pour vous contacter, nous toutes, si on veut vous poser des questions ou si, par exemple, il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui dit ah bah tiens, elles sont chouettes à nous toutes, j'ai envie d'aller les rejoindre, militer à côté d'elles. Alors, pour Nous Toutes 68, le mieux, c'est de passer par la page Facebook, voilà, qui s'appelle Nous Toutes 68. Vous pouvez envoyer un message directement à la page et on s'occupera de vous répondre. Et puis aussi, si vous voulez des questions si vous avez des questions plus générales, vous pouvez contacter Nous Toutes du coup national. Ça, c'est la page Facebook Nous Toutes, qui sont aussi joignables sur Instagram. Et puis, vous pouvez rejoindre du coup les groupes WhatsApp qu'elles ont mis en place pour pouvoir être informées en fait de toutes les nouveautés, recevoir les visuels à partager, les informations concernant les formations, etc. D'accord. Voilà. Alors, quel est le message que tu voudrais adresser pour terminer aux hommes et aux femmes afin de faire avancer la cause féministe? Alors, quand on décide de s'engager dans une cause, parfois c'est parce qu'on a eu une prise de conscience face à une situation. Donc on s'est rendu compte des inégalités, on s'est rendu compte des injustices, et ça peut être assez violent parfois de se rendre compte de tout ça et de se rendre compte qu'on les a subis en fait pendant plusieurs années. Donc déjà, c'est savoir gérer la colère qui peut émaner en nous en fait. C'est aussi accepter que tout le monde n'aura pas le même chemin d'engagement que nous et tout le monde ne sera pas aussi renseigné que nous en fait sur certaines questions. Donc si pour nous ça paraît évident maintenant parce qu'on a eu la prise de conscience, ça n'est pas forcément pour la personne en face. Et ça, il faut essayer de respecter au maximum le fait que tout ne soit pas pareil pour tout le monde. Ce qui est évident pour nous l'est pas forcément en face. Donc il faut accepter du coup notre colère, il faut accepter le fait que les autres ne sachent pas forcément. Il faut accepter aussi de ne pas tout savoir. Il faut être curieux, il faut être curieuse, il faut lire, se renseigner, il faut se documenter pour essayer de légitimer notre colère justement pour trouver des appuis solides de lutte. Et puis aussi, il ne faut pas se décourager parce qu'on sait que lutter c'est quelque chose de long, c'est un long processus. C'est pas de tout repos, donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc c'est pour ça il faut se dire que chaque petite action maintenant va contribuer à un plus bel avenir demain, un avenir plus juste. Mais il faut aussi savoir prendre des pauses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on accumule trop de colère, trop de tristesse face aux événements, on se sent dépassé par tout ça, il faut savoir se mettre en retrait et prendre du temps pour soi, pour soit être stable en fait, et pour pouvoir revenir de manière encore plus motivée dans la lutte. Voilà. Mais du coup, je pense, voilà, il faut savoir gérer sa colère, il faut savoir l'exprimer, il faut savoir légitimer toute cette colère. Il faut pouvoir s'entourer aussi et savoir prendre des pauses, ça c'est important. Et puis vraiment penser à un avenir lointain, parce que tous les efforts qu'on fait aujourd'hui, on les verra pas forcément tout de suite, mais on sait qu'à long terme, ce sera pour la bonne cause. Écoute, Voilà. je te remercie énormément, Lina, de ces conseils, des réponses éclairantes, réfléchies que tu as données à mes questions, pour tout le temps que tu m'as consacré. Et puis, merci au collectif Nous Toutes 68 et au collectif aussi national de Nous Toutes. Et puis, bonne lutte. Merci à toi.